Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vraiment bien. Eh bien nous, voilà enfin arrivés au bout d'un feuilleton qui nous tenait en haleine depuis le 26 décembre 2025. Ce 8 janvier 2026 marque la chute du rideau, la dernière scène d'un théâtre politico-militaire à suspense. Voilà maintenant presque 2 semaines que le très médiatisé chef d'état-major des forces armées, figure centrale de l'appareil sécuritaire, ministre délégué à la défense nationale, le fameux Sarah, avait disparu du radar. Aucun signe, aucune image, aucun mot. Silence radio. Une absence prolongée qui a été le terreau fertile à une avalanche de spéculations, d'interprétations alambiquées et de récits fantasmés autour d'une potentielle brouille, voire d'un bras de fer souterrain avec l'inamovible président Abd Majid II. Certains y voyaient une rupture, d'autres un simple malentendu. Mais tous retenaient leur souffle. Aujourd'hui, le 8 janvier 2026, Abdid a convoqué et dirigé une réunion du Haut Conseil de sécurité nationale. Il l'a présidée en présence de Cheng et de l'ensemble des responsables des services de sécurité, ainsi que des ministres les plus importants du gouvernement. Il y avait le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, mais il y avait aussi le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, le général Hassan. Il y avait le patron de la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure, le général Serre. Il y avait le patron de la gendarmerie nationale, il y avait le patron de la police Ali Badaï, il y avait le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Donc tout le monde était présent aujourd'hui à cette réunion qui, selon un communiqué de la présidence de la République, avait un ordre du jour très simple, voire simpliste même, puisque cette réunion du Haut Conseil de sécurité nationale était consacrée au bilan de l'année 2025 et à la prospective de l'année 2026 concernant la défense nationale, la situation aux frontières avec les pays du voisinage et la situation sécuritaire générale à l'intérieur du pays. L'argument qui justifie la tenue de cette réunion du Haut Conseil de sécurité nationale ne tient pas debout. S'il voulait faire un bilan de l'année 2025, il aurait pu le faire en tête-à-tête, ou il aurait pu le faire en tête-à-tête avec certains responsables de services de sécurité, en les accueillant les uns après les autres à la présidence de la République. Faut savoir que on a géré les activités du... Comment on appelle ça? Les activités du Haut Conseil de sécurité nationale qui sont encadrées, sont bien précisées, etc. Le Haut Conseil de sécurité se réunit pour des motifs sécuritaires, des motifs purement sécuritaires. Il devrait y avoir il doit y avoir un problème de menace par rapport à la sécurité nationale, un problème diplomatique ou géopolitique avec un pays voisin. C'est une instance très sensible. Le décret qui régit le Haut Conseil de sécurité nationale, ou ce qui est appelé couramment le Haut Conseil de sécurité, a été publié au début du mois de janvier 2022 dans le journal officiel. Ce décret explique très bien que le Haut Conseil de sécurité se réunit sur convocation du président de la République, selon des cas précis, soit en session ordinaire, chaque fois que de besoin pour se prononcer sur toute question relative à la sécurité nationale, soit aussi bien en ce qui concerne l'intérêt du pays que de l'étranger, notamment la participation de l'armée nationale populaire aux missions de sauvegarde de l'ordre public. Or, les situations d'exception ou sur des questions et affaires relevant de la politique de défense du pays et les consultations référendaires portant sur des questions de nature fondamentale. Il se réunit également en session ordinaire pour je lis le décret, 1. Pour examiner les situations résultant des catastrophes et pandémies et leurs conséquences sur la sécurité du pays et de la population, que les menaces ou attaques graves dirigées contre le système névralgique du pays et les atteintes à la sécurité cybernétique. Les réunions en session ordinaire du Conseil prévoient aussi l'examen des menaces et phénomènes portant atteinte à la sécurité et à la quiétude
et au bon déroulement des événements nationaux importants, ainsi que toute question ou situation à faire autre que celle mentionnée ci-dessus et revêtant un caractère de sécurité ou d'importance avérée pour l'État ou la population. Donc il y a des cas. La majorité des réunions du Conseil de sécurité sont des cas de réunion ou de session ordinaire. Il y a des cas de session exceptionnelle pour se prononcer sur l'instauration et la cessation des situations d'exception prévues aux articles 97, 98, 99 et 100 de la Constitution. Donc des réunions de bilan, ça n'existe pas réellement pour un Conseil de sécurité nationale ou pour un Haut Conseil de sécurité nationale. Pour un Haut Conseil de sécurité, faire le bilan de quoi un bilan aurait pu être communiqué rapidement aux services concernés, notamment par les directions de services de sécurité. Les instances sécuritaires concernées auraient dû, chacune de ces instances, fournir un bilan à la présidence. C'est rare de faire une réunion, ce n'est pas convaincant comme argument. Pour dire la vérité, ce n'est pas du tout donc convaincant. D'autant plus que le Haut Conseil de sécurité, il a en Algérie un secrétariat qui est chargé de collecter, de centraliser et d'exploiter les informations et les documents nécessaires à la préparation des travaux du Haut Conseil de sécurité. Ensuite, de préparer ces réunions et les éléments de la décision du président du Haut Conseil de sécurité, de notifier ces décisions et d'en suivre l'exécution. Donc il y a un secrétariat qui est chargé normalement de communiquer toutes les informations nécessaires aux membres du Haut Conseil de sécurité. Je rappelle qu'en Algérie, les membres du Haut Conseil de sécurité sont le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le chef de l'armée nationale populaire, le commandant de la gendarmerie, le directeur général de la Sûreté nationale, le patron des services, les deux patrons des services secrets algériens et le patron du renseignement militaire, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République. Ça, c'est Abdou qui l'a imposé. Alors que fait le directeur de cabinet du président dans des réunions du Haut Conseil de sécurité qui planchent uniquement sur des dossiers sécuritaires? Un directeur de cabinet, est-ce qu'il a particulièrement des compétences sécuritaires en la matière? Ou est-ce qu'il peut faire valoir des compétences particulières pour aider les décideurs en charge des dossiers sécuritaires à prendre des décisions? Naturellement, non. Mais B voulait imposer Bohem son directeur de cabinet pour marquer son pouvoir et pour imposer son pouvoir. C'est justement une démonstration de pouvoir que Tebboune a réalisée à la suite de la réunion de ce jour, de ce 8 janvier 2026. Cette réunion, elle vise uniquement à démontrer aux Algériens et aux Algériennes qu'il n'y a pas de problème entre Cheng et l'objectif de cette réunion. Je vous le dis, il n'y a ni bilan ni prospective de l'année 2026. Le bilan de quoi? Il y a un secrétariat, il y a eu déjà des travaux. Abdid peut coordonner avec l'ensemble des services. Il aurait pu se rencontrer en tête-à-tête pour parler du bilan, etc. Il n'y a pas de réunion de bilan, c'est une démonstration de force à travers laquelle Abdou a voulu affirmer et mettre en valeur l'unité du régime derrière lui. Euching, donc, refait apparition après une disparition, donc qui avait suscité beaucoup de spéculations. Et depuis 48 heures, voire 3 jours sur les réseaux sociaux, des rumeurs annoncent le placement sous enquête ou sous interdiction de sortie du territoire national de Boualem, directeur de Kaboun, qui était présent aujourd'hui. Des rumeurs annonce des tensions fortes et violentes entre Tebboune et Changa à propos de la révision constitutionnelle que Tebboune veut imposer et dont le but ultime est de permettre à Toun de rester pendant des années supplémentaires au pouvoir, comme on l'a expliqué précédemment dans une précédente émission, jusqu'à savoir, au lieu de quitter le pouvoir en 2029, il voudrait rester jusqu'en 2031. Donc il y a eu beaucoup de rumeurs et d'informations concernant les tensions supposées entre Tebboune et Cheng Réha, et cette réunion est une réponse à ces rumeurs-là.
Quelle est maintenant la vérité? Bien sûr, une réunion ne signifie pas que les images de cette réunion qui ont été diffusées par la présidence de la République et la présence de Sarah peuvent, pour les plus sceptiques à l'égard des deux hommes, ne pas signifier qu'il n'y a pas de problème. Alors une mise au point s'impose. Les informations selon lesquelles Balan, ainsi que d'autres 4 conseillers de Thèbes, auraient été mis sous contrôle, ne sont pas du tout exactes. Elles sont complètement fausses. Complètement fausses. Tchengela contrôle la justice militaire, il contrôle le renseignement militaire. Il est pratiquement impossible pour le renseignement militaire, la justice militaire, d'impliquer les conseillers de Abdidoun, qui ont le titre, qui ont le passeport diplomatique, qui ont des fonctions importantes, qui sont protégées par un décret qui date de 2023, qui leur donne des prérogatives et des super pouvoirs importants. Il n'est pas possible que Sarah, tout seul, puisse les placer sous contrôle du Conseil supérieur de la sécurité nationale. C'est une rumeur infondée. Est-ce que durant son absence, que Saïd avait boycotté, avait boudé? Alors, les informations que nous avons pu confirmer, c'est que Saïd était fatigué malade, mais cela ne veut pas dire gravement malade. Il était fatigué, un peu malade. Il avait pris 5 jours de repos pour s'éloigner un petit peu. Il était parti dans sa région natale, à Lantara, du côté de Beka, entre Bouskela et Batna. Et il aurait passé les fêtes de fin d'année en présence en famille dans une ferme qu'il possède. Il a une ferme du côté de Kantara. Kantara, c'est très connu. C'est une belle région. C'est une très belle région. C'est à la fois une région très enchanteresse, magnifique. Les fameux balcons de Kantara, etc. Gantra, comme on l'appelait autrefois. El Kantara, c'est à 52 km au nord de Biskra et à 62 km au sud-ouest de Biskra. Très connu pour les balcons de Roufi, par exemple. Ce sont des fameux balcons naturels comme ça, avec un panorama à couper le souffle sur un paysage où vous avez la plaine, c'est la fin du nord et le début du Sahara. C'est le début des oasis et la fin de la steppe ou la fin des collines du nord. C'est vraiment un mariage. Ce sont des paysages qui offrent un mariage harmonieux entre le désert qui essaye d'avancer et le nord, et les paysages du nord et des collines du nord du pays, la verdure du nord du pays qui essaye de le stopper. Et ça crée un mélange très magique. C'est une très très belle région. J'ai eu le plaisir et l'immense honneur de la visiter à ma reprise. C'est très beau. C'est à El Kantara que Saïd avait passé les fêtes de fin d'année. Il n'était pas en déplacement à l'étranger comme certains ont voulu nous le faire croire. Est-ce qu'il était malade? Certainement, il était fatigué, épuisé. Mais est-ce qu'il avait boycotté Abdelmajid Tebboune? Aucune preuve. Aucune. Nous n'avons pu trouver aucune information fiable qui le démontre ou qui appuie cette thèse. Alors il faut que les Algériens comprennent une chose, c'est qu'il y a des manipulateurs, il y a des lobbies qui essayent de détourner l'attention des Algériens et qui essaient de leur faire croire que la solution au problème du pays viendrait ou se trouve au niveau d'un conflit qui pourrait éclater, qui pourrait faire exploser le couple. Il faut savoir que c'est un véritable duo. Dans ce duo, il y a des protocoles de coopération, il y a une véritable alliance. Alliance ne signifie pas qu'ils sont d'accord sur tout. Ils ne sont pas d'accord sur tout. D'ailleurs, même entre un couple, entre une femme et un homme, il n'y a pas des accords, il n'y a pas une harmonie totale sur toutes les questions de la vie.
Il y a des désaccords, il y a des avis différents, il y a des analyses divergentes. Ils ont quelques positions différentes, mais leurs divergences, elles sont mineures par rapport au point commun qui les unit. Il faut savoir que Thèbes et Esch sont très solides, des alliés très solides. Les rapports entre eux, comment ça se passe? Pour couper court aux rumeurs, nous avons procédé à des vérifications pendant plusieurs jours pour essayer de comprendre s'il y avait vraiment un problème. Il ne peut pas y avoir de problème à l'heure actuelle. Immédiatement, il ne peut pas y avoir de problème. Pourquoi? Parce que Thèbes a toujours tenu compte de l'avis de Shengria. Il a toujours consulté Sheng sur des questions régaliennes. Qu'il consulte Sheng sur des questions régaliennes, c'est-à-dire tout ce qui concerne la sécurité nationale, tout ce qui concerne l'armée, tout ce qui concerne les questions de défense nationale. Et Abid a toujours respecté l'autonomie de Sheng. Abd ne se mêle pas du fonctionnement de l'institution militaire. Il ne s'en mêle pas énormément, il ne s'en mêle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait de l'ombre à Sarah au sein de l'armée. Il a les pleins pouvoirs au sein de l'armée. Il a les pleins pouvoirs. C'est-à-dire quand il y a eu des généraux qui ont été emprisonnés, qui ont été incarcérés, condamnés à la prison ferme, les arrestations, les purges, presque 300. Nous avons presque 300 officiers supérieurs de l'armée nationale populaire qui ont été emprisonnés, incarcérés et condamnés à de longues peines de prison ferme dans le cadre d'une purge très brutale menée par Shengria. À aucun moment il ne s'est opposé à cette purge. À aucun moment on ne lui a dit « il faut que tu relâches celui-là, il faut que tu relâches celui-ci, etc. » C'est complètement faux. Les deux hommes sont d'accord. Les Shengria, faut savoir, sont les deux facettes de la même médaille, les deux facettes de la même pièce de monnaie. Les deux sont autoritaires. Les deux ne croient pas à la démocratie. Les deux ont voulu absolument étouffer le Hirak, neutraliser le Hirak, et cherchent absolument à empêcher son retour. Les deux ne croient aux libertés d'expression. Les deux veulent un contrôle total des libertés publiques et individuelles. Et les deux sont pour un autoritarisme absolu dans la gouvernance du pays. Ils ont la même vision du monde, mais vraiment la même vision du monde. Ce sont deux hommes que l'histoire a réunis à un moment donné. Et comme par hasard, ce sont deux hommes qui... Il y a un proverbe en français, une expression qui dit « Qui se ressemble s'assemble ». C'est le cas de Shengria. Les deux ont gouverné. Sources qui essayent de nous faire croire que Shengria serait contre, voudrait se retourner contre Tebboune. Il ne l'a pas fait pendant le deuxième mandat. Qui a soutenu pour le deuxième mandat, c'est Shengria. Qui était l'un des plus grands fervents défenseurs du deuxième mandat, c'est Saïd Shengria. Et après, le deuxième mandat qui a élevé Shengria au rang de ministre délégué, c'est Abdid Tebboune qui a accepté toutes les promotions, toutes les nouvelles nominations demandées au sein de l'armée par Saha au lendemain du deuxième mandat. C'est Abdidon. Le départ du général Atemnia, général-major Atemnia, à la tête du commandement des forces terrestres. Alors. La mise à la retraite du patron de la garde républicaine, le général de corps d'armée Ben Ali Ben Ali. Il y a eu beaucoup de concessions qui ont été faites par Tebboune et Saïd Shengria, comme il y a eu énormément de concessions qui ont été faites par Saïd Shengria Tebboune. Saïd Shengria ne se mêle pas du tout des questions économiques, comme Tebboune ne se mêle pas du 18e. En Algérie, on parle de précaré, les 18e. Le précaré de Saïd Shengria Tebboune ne le piétine pas.
Shingria ne piétine pas non plus le précaré de Tebboune. Toutes les questions qui relèvent de la gestion économique, de la gestion financière ou de certaines questions de relations internationales, etc., il est complètement souverain. Mais les deux discutent. Alors ça arrive que les deux ne soient pas d'accord. Ça arrive. Il y a eu des cas où les deux n'ont pas été d'accord. Il y a eu des cas sur la nomination de certains premiers ministres, sur la position que devrait adopter l'Algérie, sur certaines questions, dossiers géopolitiques, sur la gestion sécuritaire de certains dossiers politiques, sur des questions de sécurité nationale, sur des questions de réorganisation des appareils militaires, les appareils sécuritaires les plus importants du pays. Il y a des moments. Il y a eu des cas de divergence. Il y a des cas de divergence. C'est pas inédit. C'est pas inédit. Mais faut pas imaginer que Saïd Chengria peut venir taper à la porte de Abdid, lui donner des ordres, l'engueuler, se montrer sévère contre lui. C'est pas possible. C'est vraiment impossible. Il faut pas aussi imaginer que l'autre le traîne dans la boue, lui manque de respect. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais vraiment, ça se passe pas du tout comme ça. Les deux hommes ont des rapports beaucoup plus harmonieux que ils ont que des rapports harmonieux. Les sujets de dissension sont vraiment insignifiants quand on les compare par rapport aux sujets de convergence qui unissent les deux hommes. Ils ont la même vision du présent et de l'avenir de l'Algérie. Je vous le répète, les deux sont pour l'autoritarisme absolu, les deux sont contre la démocratie. Les deux sont pour le contrôle des libertés publiques individuelles. Les deux sont été hostiles et méfiants vis-à-vis des guerres du Irak. Les deux sont anti-marocains, par exemple, pour donner l'exemple du voisin, des problèmes avec des pays du voisinage. Les deux sont pour une Algérie qui doit être une puissance régionale et qui doit avoir de l'influence sur les pays voisins. Après, sur les questions, par exemple, la crise entre l'Algérie et la France, Ching n'était pas d'accord, n'était pas fort, n'a pas approuvé toutes les actions anti-françaises menées par exemple sur, encore une fois, des choix de certains premiers ministres sur certains incidents sécuritaires, certains sujets sécuritaires ou politiques. Il marque des fois sa différence. Maintenant, il y a le problème de la révision de la Constitution. Est-ce qu'il était contre? C'est probable, mais le mot « contre », il est exagéré. C'est possible qu'il ait dit « Bon, écoute, ce n'est pas le moment, le pays traverse une situation délicate, ça peut révolter la population, on peut avoir à gérer des mouvements de foule, des opposants ou des puissances étrangères pourraient s'emparer de ce sujet pour nous déstabiliser. Ce n'est pas le moment. Peut-être qu'il faut voir ça plus tard, etc. Ça peut le faire, peut-être qu'il l'a fait. C'est ce qui a expliqué. C'est ce qui explique pourquoi peut-être il a remporté ce projet-là, ou peut-être que les deux ont organisé. Les deux s'entendent tellement bien qu'il est possible, imaginable, qu'ils aient organisé eux-mêmes une mise en scène pour sonder ce qui se passe au sein du système. Est-ce que au sein du régime, il y a un consensus autour du prolongement du pouvoir de Tebboune? Et il n'y a pas de consensus. Mais l'absence de consensus, ce n'est pas à cause de Shanga. C'est parce qu'au sein de l'institution militaire, au sein des services de sécurité, on craint le même scénario qu'en 2019, qu'un prolongement du pouvoir de Tebboune rappellerait à l'Algérie, pourrait replonger l'Algérie dans la même crise institutionnelle et politique que
qu'elle avait connu en 2019. Sheng n'est pas tout seul au sein de l'armée. Il y a des chefs de région, il a un état-major, il y a des chefs de corps, ils lui parlent, etc. Sheng, il est dictateur, il est très autoritaire lui-même, mais il écoute. Quand il s'agit de questions très sensibles, il écoute. On lui fait des rapports, il demande même des rapports à des anciens ministres, à des anciens dirigeants qui étaient au pouvoir et auxquels il accorde de la crédibilité et qui, plus ou moins, il vous porte du respect, etc. Ou bien il a une certaine considération pour eux. Donc il essaye de se faire sa propre opinion, ça lui arrive de consulter. Mais les deux sont tellement autoritaires qu'à la fin, ils imposent leur point de vue et ils essayent de se ménager. Rappelons-le, quand il était malade, etc., hospitalisé en Allemagne, il n'a jamais essayé de le destituer, etc. Bien sûr qu'il n'était pas fort. Sheng, en plus, n'a pas les mêmes pouvoirs que Gaïd Salah. Il faut savoir que, jusqu'à aujourd'hui, tous les chefs de région ne sont pas acquis à 100%. Ça veut dire qu'ils ne sont pas issus à 100% de son clan. Il n'a pas nommé tous les chefs de région. Il y a encore des chefs de région qui existaient à l'époque de Gaïd Salah depuis son arrivée au pouvoir en fin décembre 2019. Il y a encore des militaires et des hauts gradés de l'armée qui ont des relations directes avec Abdelmajid Tebboune et qui ont de bonnes affinités avec Abdido. Ce n'est pas Gaïd Salah. Il n'est pas comme Gaïd Salah. Il n'est pas aussi populaire, aussi fort au sein de l'armée que Gaïd Salah. Salah, il a eu 15 ans, il a travaillé sur son image, il a imposé ses réseaux. Ensuite, il y a eu l'affaire de la cocaïne du port d'Oran qui lui a permis de rebondir et de monter en puissance. Sheng monte en puissance, mais de façon contrôlée, de façon graduelle et il y a un véritable équilibre entre lui et Abdelmajid. Maintenant, est-ce que le centre exécutif opérationnel peut être divisé, peut être séparé? C'est possible dans une seule... Moi, je n'ai identifié qu'une seule situation. S'il y a des troubles à l'ordre public, s'il y a s'il y a une contestation, s'il y a une révolte populaire, là peut-être il sera forcé contraint de lâcher ou de le remettre en cause, de mettre fin à son alliance avec lui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le pays, qu'on le veuille ou non, il y a une opposition qui est emprisonnée, persécutée, contrôlée, réprimée, etc. Mais le régime tient le pays. Il n'y a plus de contestation populaire, il n'y a plus de manifestation. Pourquoi voulez-vous que Tchengriha lâche ? Maintenant, on va réfléchir à d'autres points de vue. Pourquoi voulez-vous que Teb lâche ? Il l'a soutenu pour le 2e mandat. Il lui a domestiqué l'armée, il a fait une purge. Il s'est débarrassé de plusieurs généraux qui auraient été ambitieux, carriéristes, etc. Et puis c'est un problème de le remplacer. Le remplacer par qui ? Et qu'est-ce qui garantit que le remplaçant de Shenga ne va pas savourer le pouvoir, ne va pas trop aimer, trop goûter aux joints du pouvoir? Il pourrait se retourner contre lui. Avec Sheng, au moins, il sait à quoi s'attendre. Il a testé. Ils ont vécu ensemble pendant 5 ans, de fin 2019 jusqu'à 2025. 6 ans maintenant, ils entament leur 6e année. Ils se connaissent bien. Donc pourquoi voulez-vous que Tebboune essaye ou teste ou place un autre chef d'état-major à la tête de l'armée? Il prendrait le risque de voir un problème avec lui plus tard, ou que le nouveau chef d'état-major pourrait lui faire un coup d'état, ou pourrait s'émanciper de son emprise, etc. Au moins avec Shanga, il sait qu'il a le contrôle. Et Shanga sait qu'il a le contrôle. C'est un duo qui est gagnant.
Tant qu'il n'y a pas de révolte populaire, tant qu'il n'y a pas de troubles à l'ordre public, tant qu'il n'y a pas de très vastes ou des contestations populaires de très grande ampleur, ce duo va se maintenir. Et je ne crois pas, moi, à ces dissensions ou à cet effritement de ce duo ou à ces dissentiments qui nous sont rapportés entre ça. Ils ne sont pas d'accord sur tout, encore une fois, et cela, c'est normal. Mais je crois que le système aujourd'hui, le régime actuel, ne va pas s'aventurer à s'auto-saboter ou à s'auto-affaiblir, alors que cela fonctionne entre Tebboune et Qing. Ça fonctionne. Le pays, il est tenu. Maintenant, l'avenir, oui. La succession de Tebboune va poser problème. Comme la succession de Shingela va poser problème aussi pour Tebboune. Mais nous sommes en 2026. Il reste encore 3 ans pour le mandat de Tebboune. À partir de 2027, effectivement, la question se posera, qui partira le premier? Est-ce que Saïd Changaboun, s'il reste? Est-ce que les deux sont prêts à rester tous les deux? Ou est-ce qu'il y aura un accord? Shangria prolonge à la tête de l'état-major de l'armée nationale populaire et Tebboune va prolonger. Sauf que Qing n'est pas limité par la Constitution. Il est limité par la Constitution. Donc quel sera l'accord? Il est encore trop tôt pour à ce stade se prononcer sur les scénarios à venir parce que la conjoncture internationale et ses conséquences sur la situation interne en Algérie pourraient rapidement faire évoluer les rapports de force au sein du régime algérien. Mais aujourd'hui, cela a été une démonstration de force pour le régime Tebboune, qui a voulu donc apporter un démenti et qui a voulu donc réunir tous les responsables militaires et sécuritaires autour de lui pour dire qu'il n'est pas un chef contesté et que le régime ne s'effrite pas. Il y a encore certainement des désaccords. La question du changement de la Constitution est encore sensible et délicate, mais je ne pense pas qu'elle sera menée en 2026. Tebboune a compris que c'est un risque trop grand qu'il prendrait s'il s'aventurait sur ce terrain miné.